Est-ce que tu peux me donner une idée des conversations ici? Pas nécessairement spécifiquement à Nouveau-Brunswick, mais je suis curieux, c'est quoi que vous entendez? C'est quoi les histoires? C'est quoi les défis? Je vois, je vois les gens se poser la question de plus en plus sur la technologie et si vraiment on a peut-être un peu, on a un peu trop fait dans les dernières décennies, qu'on passe tellement de temps à parler de la technologie, du pouvoir de la technologie, sans vraiment savoir euh, avec confiance quelles interventions font la vraie différence en salle de classe. Et donc les conversations tournent, je crois, pour le mieux, ils tournent vers la pédagogie et moins sur la de technopédagogie. On parle plus des interventions qu'on pourrait vraiment faire sans la technologie. Et puis on commence à parler de comment la technologie pourrait être mieux, ça pourrait améliorer ou juste rendre plus facile ce qu'on a fait sans technologie avant. Un bon exemple, ce serait des journaux de bord, le Learning Logs. Et moi, j'ai appris ça de Bob Bernier à Nouveau-Brunswick il y a 12-13 ans lorsque je commençais à être enseignant. Mais avec le papier, avec un journal de bord papier dans une salle de classe en école secondaire avec 180 élèves par semaine qui passent par la porte, impossible à gérer. Et aujourd'hui, on a des toutes nouvelles technologies comme Evernote par exemple, avec nos iPads et iPod Touch et des choses comme ça qui rendent possible ce qui était très difficile à gérer avant. Et donc là, je suis content de parler de technologie parce que c'est en train d'améliorer quelque chose qu'on savait déjà marcher très bien pour la formation. Ce qui m'intéresse moi, c'est la discussion de technologie qui rajoute rien à la recette qu'on a déjà. En effet, alors, tu as parlé des 10 dernières ans, le focus sur la technologie. Est-ce que tu penses que ça a vraiment soit découragé ou épeuré les profs qui n'étaient pas nécessairement confortables avec la technologie, mais étaient des pédagogistes super, là? Alors, est-ce que ça, c'est le phénomène que nous sommes en train de renverser maintenant? De plus en plus, on fait des workshops avec des professeurs. Il y a une professeure qui vient en tête en Australie. Elle avait la cinquantaine, elle a beaucoup d'expérience en salle de classe. Et depuis 15 ans, elle s'est fait décourager, comme si elle n'était pas un bon prof parce qu'elle ne voulait pas utiliser toutes les dernières technologies. Elle avait du mal à suivre la vitesse avec laquelle ça déroule. Et on a fait un workshop pendant 2 jours, soi-disant, sur la technologie, et on parlait presque pas. On parlait plutôt de l'environnement et comment on pourrait planifier un peu mieux les leçons, et après comment utiliser la technologie. Et là, elle voyait pourquoi il fallait se mettre dans telle technologie ou telle façon de faire les choses. C'était logique. Elle voyait le lien. Et pendant 15 ans, elle n'avait pas vu le lien entre tous ces outils chouettes et ce qu'elle faisait déjà dans la salle de classe. Donc, ce n'est pas que la discussion tout courte de la technologie décourage des professeurs. Je pense qu'il faut juste faire très attention que la discussion qu'on a à propos de technologie est bien liée aux discussions qu'on a avec la pédagogie et que on a un peu d'empathie pour ceux qui en ont peur ou ceux qui ont peur de la vitesse avec laquelle ça déroule. Il faut qu'on, comme les dinner parties où on va et les gens disent « Ah, vous n'avez pas lu tel livre ?» et on se sent bête parce qu'on n'a pas lu un tel livre. Bah, c'est pareil avec la technologie. « Ah, tu n'utilises pas Facebook dans la salle de classe ?» Non, je n'utilise pas. Et on ne devrait pas on devrait pas avoir honte du fait qu'on ne connaît pas tel ou tel outil ou on n'a jamais fait une telle chose dans la salle de classe. Il faut avoir des discussions plus ouvertes, plus amicales comme on voit ici à Claire. Ben, prochaine question. C'est sûr qu'à Claire, on a des professeurs qui sont bien intégrés avec la technologie, confortables. Comment avoir ce genre de dialogue avec les profs dans les écoles où c'est pas aussi évident que ça? C'est quoi la méthode de le faire? La réponse est dans la question. C'est un dialogue qu'il faut avoir et non pas un dictorat où on va avoir le In-Service Day, le PD Day, où vous allez apprendre à faire cette chose avec cette technologie. Si c'est vraiment un dialogue qu'on va avoir, c'est une conversation professionnelle qui dure tout le long de l'année.
et aussi encourager les professeurs de faire de l'action recherche. Ça n'a pas besoin d'être très travaillé et très formel. Ça peut juste être, je vais essayer cette nouvelle chose dans ma salle de classe et je vais trouver une mesure de la différence que ça fait ou la différence que ça ne fait pas. Et je vais faire mes propres actions recherche et puis le représenter à mes professeurs, mes collègues. Et là, vous avez la conversation parce que c'est peer-to-peer et non des gens de l'extérieur comme moi qui viennent dire oui, il faut faire ça. Personnellement, j'aime pas les gens qui viennent me dire ce que moi je dois faire. J'adore les gens qui viennent faire une conversation de ce qu'eux ils font et qui s'interrogent sur ce que moi j'ai fait dans mes salles de classe. On va parler un peu du médias sociaux. Grande question, mais peut-être tu peux donner une réponse dans votre expérience personnelle. Tout le monde sait maintenant que Twitter, Facebook, n'importe quoi a changé l'enseignement, l'apprentissage. Est-ce que tu peux donner une, deux histoires, même dans votre carrière comme enseignant, comment ça a changé, comment toi tu enseignes ou vos observations de vos collègues et des autres ici? Comment est-ce que ça a changé des choses? La première chose que je dirais, c'est que les médias sociaux n'ont rien changé en éducation par rapport au reste du monde. Le reste du monde a vraiment changé. Éducation, on a changé un peu sur les côtés, mais au cœur, c'est la même chose. Et les pouvoirs que les médias sociaux ils ont et qu'ils ont eu depuis 10 ans ne sont pas encore réalisés dans la salle de classe. Donc ça, c'est le premier proviso. Et après, quand je regarde les exemples, je dis c'est bien, mais c'est pas assez bien. On pourrait toujours mieux faire. Et le mieux, je crois, c'est toujours la salle de classe qui fait des produits de leur apprentissage au bout d'un projet, ou même au milieu d'un projet, ils font le premier prototype de leurs idées, ils partagent avec un vrai public, et c'est un vrai public qui donne un vrai commentaire, qui n'est pas toujours très sympa, qui n'est pas toujours 2 stars and a wish, qui n'est pas toujours fait de cette façon sympathique qu'on fait à l'école. Et ça, la vraie critique sur le travail, c'est tellement important. Ça, c'est un life skill important pour les jeunes. Mais aussi, la plupart du temps, les élèves font des très beaux travaux. Je pense que si le public final, c'est ceux qui viennent dans un couloir d'une école, on a vraiment raté quelque chose. On devrait avoir les couloirs de l'école partout dans le monde, visibles partout, comme un père. C'est très difficile pour moi de voir de jour à jour ce qui fait ma fille à l'école primaire. J'aimerais bien que les murs de sa salle de classe soient en permanence sur le web pour que moi je peux voir ce qu'ils apprennent, pour que je puisse déclencher une conversation sur ce qu'elle a appris au lieu de poser cette vieille question « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» et avoir la vieille réponse. Elle a que 5 ans, 2 mois en éducation formelle et elle le connaît déjà. J'ai rien fait. Donc, mais avec un père comme moi, elle répond éventuellement avec quelque chose qu'elle a appris. C'est sûr qu'on voit, même si les professeurs qui ont des idées, des projets, des initiatives merveilleuses, là, tu sais, gagnent les prix, gagnent l'attention, les médias. D'habitude, ça vient d'un professeur. Comment est-ce que ces idées, pourquoi est-ce que ces idées-là qui sont partout, le monde, soient jamais ce qui devient normal dans une école? C'est quoi l'étape qui manque pour que ces idées-là grimpent l'échelle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça, c'est la prochaine question que moi j'ai. C'est pas qu'il n'y en a pas d'innovation dans une classe, c'est que ça ne s'éparpille pas dans les écoles, dans les systèmes scolaires. C'est un avantage de revenir 2 fois à Claire, c'est que c'est comme avoir le sequel. Je peux faire un deuxième discours pour compléter le premier. Et dans le premier l'année dernière, je parlais du travail de Roger Martin à Rotman School of Management à Toronto, je crois. Et lui, il avait fait une sorte de dessin avec le mystère en haut. Je pense que pour beaucoup de profs, surtout avec la technologie, il y a beaucoup qui restent dans le champ de mystère. Ils savent qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas, mais c'est un mystère. Puis, je dirais, il y a une bonne majorité de profs qui opèrent dans les heuristiques. Et les heuristiques, en anglais, on dirait du gut feel. Ils savent que le projet marche très bien pour eux et ils savent que ça ne marche pas du tout dans la salle de classe à côté, mais ça ne les inquiète pas trop parce que ça marche pour eux. Et au fin de compte, c'est un professeur pour ses élèves, pas un professeur pour les élèves à côté. Enseignement, c'est toujours, si on regarde autour de nous, c'est des portes
plutôt fermé pendant qu'on enseigne, on fait notre truc et à la fin de la journée, on rentre chez nous. Ce n'est pas notre première priorité que nos idées soient partagées partout dans l'école, voire dans le monde. Deuxième chose, c'est que si on opère la plupart des gens dans le heuristique, on n'a jamais d'algorithme, c'est jamais codifié de façon qu'un professeur en Inde, en Chine, en Nouvelle-Zélande peut prendre les valeurs de l'idée à la base, le projet, les valeurs du projet et le reproduire chez eux. Et on ne veut pas que les projets soient reproduits exactement en Inde. Qu'ici à Claire. Ce serait ridicule, ça ne marcherait pas. Culturellement, on dirait dissonant, ça ne marcherait pas. Culturellement, ça ne marcherait pas avec les curriculums, avec les attentes des élèves. Mais ce qui ne change pas, c'est les valeurs d'un projet. Moi, je suis déçu quand je vois les projets, quand je vais dans les foires des grandes marques de technologie, ils ont des booths remplis de professeurs en train de parler de leur projet, et je leur propose juste une simple question, c'est quelles sont les 2 ou 3 valeurs de ce projet qui sont non négociables, que si je voulais reproduire un projet comme ça, c'est ces valeurs-là qu'il faut garder. Et ça devrait être une réponse facile. Les valeurs, c'est pas. Mais c'est jamais comme ça. Et sans les valeurs, c'est comme penser qu'on peut faire un gâteau sans utiliser des œufs. On manque la valeur importante qui fait marcher le projet. Donc on a tout fait, on a suivi chaque étape, on a utilisé les mêmes ingrédients, sauf le plus important, sauf l'œuf. On a remplacé l'œuf avec quelque chose d'autre, ça ne marche pas. Et c'est exactement le même, je crois, avec les projets. On devrait, en haut du projet, mettre les valeurs qui sont non négociables. Et si on ne peut pas livrer là-dessus, on ne devrait pas toucher le projet et faire d'autres choses.